Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno a voi. Vous allez bien Pietro? Oui, oui, ça va, ça va. J'ai fait les marchés à Bourgueil, c'est une belle ville, beaucoup de touristes. Je suis contente de venir ici tous les mardis. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mr. Bean. Mr Bean? Nous avons Mr Bean à Bourgueil. Votre prénom, alors Monsieur Bean? Albert. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le miel? Miel des abeilles, hein? Oui, tout à fait. Le miel et les abeilles. Oui, le miel, c'est très bon. Avec les croissants. Exactement. Oui. Et le café. Oui. Et nous continuons notre périple vers nos visiteurs étrangers. Je suis à côté de... Présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nombre est Madame Bean. Madame Bean? Nous avons eu Mr Bean, maintenant nous avons Madame Bean, Mrs Bean. Oui, c'est vrai. Très bien. Et votre prénom? Jennifer. Jennifer. J'adore ce prénom, Jennifer. Vous êtes anglaise? Non, je suis écossaise. Vous êtes écossaise. Et votre mari, donc Monsieur Bean, est anglais? Oui, malheureusement, c'est mon numéro. Malheureusement? Ah bah écoutez donc, si je vous parle de miel. Non. Les abeilles. Je n'aime pas miel. Vous n'aimez pas le miel? Yeah. C'est pourtant très bon le miel, non, pour la santé. Je suis désolée, mais non. Bah c'est beaucoup de sucre pour moi. Oui. Vous préférez la... Confiture et mûre, j'aime beaucoup. Parce que nous, avec la pierre, on fait des murs. Yeah. Nous sommes à la rencontre de Bob. From Ireland. I come from Ireland, so in moi, working vacances in France. Très bien. Si je vous parle de miel. Oh yes, superb here. The honey and the wine. Vous voulez voir de près, hein? C'est du miel de quoi? C'est surtout du miel de forêt dans le secteur. Châtaignier particulièrement. Sitôt que j'aurai fini mes récoltes, j'en fais une visite sanitaire. Je contrôle s'il y a des rennes, s'il y a du couvain, si c'est malade, si c'est sain. Je contrôle également le poids de mes ruches pour faire une estimation des provisions. Je les pèse toutes. C'est vite fait, hein. Bon, je sors un peu les centrifugeuses pour vous faire voir par où le miel il passe. Le mélange miel-cire il va se plaquer contre la grille. Là. Le miel il va passer, la cire elle va rester dedans. Ça sert à trier. Voilà. Cette machine-là, il faut que je la mette en route avant de charger pour que ça s'équilibre. Ça s'équilibre automatiquement en condition que la machine est tournée. Alors là, il faut que je désopercule, c'est-à-dire les abeilles, quand elles ont encore le miel dans les cellules, quand c'est plein, elles mettent un couvercle en cire, l'opercule qu'on appelle. Alors l'opercule, il faut l'enlever pour que le miel y sorte. Ne serait-ce qu'un petit coup d'épingle, ça suffirait. Les opérations, il y a des fois quand ça dure longtemps, ça devient... Vous allez vous demander, c'est
2 paniers remplis. Alors là, je charge les codes pleins. Quand je vais empoter, je choisis un fût. Alors il est dur, il est cristallisé, donc il faut que je le fonde. Je le mets dans une petite chambre chaude qui est dans la pièce derrière. Là. Alors c'est réglé à 40 degrés. 40 degrés, c'est la température des ruches en été, ça abîme pas le miel. Alors je le laisse 2-3 jours, 3 jours, oui, 3-4 jours même des fois. Et puis je le sors, je le reprends avec une pompe et je le vide dans un maturateur, dans un mélangeur. Alors c'est comme un fût, c'est un peu plus grand, et en inox. Alors je le pompe, et puis pour qu'il se recristallise, je l'ensemence avec du miel de colza. Alors après, pour qu'il soit bien mélangé, je mets le mélangeur en route, il tourne par intermittence. Moi je le fais tourner une demi-heure, il s'arrête 2h30, une demi-heure, 2h30. Et puis quand c'est pendant 2-3 jours, quand c'est fini, je branche ma pompe doseuse qui est dans le fond de la mielerie. Et puis j'empote. J'empote, alors il me faut, une fois que c'est en place, il me faut 1h30 et j'ai 350 kg de miel empoté. Si c'est des pots d'1 kilo. Si je mets des pots d'1 livre, il me faut un petit peu plus de temps. Donc nous continuons notre périple et je suis à la rencontre d'un personnage du Liban. Eh bien enchanté, vous parlez bien français, monsieur. Oui, ça va. Votre prénom? Eddy. Très bien, Eddy. Donc, vous habitez dans la région, vous êtes un touriste? Un touriste, oui. D'accord. Mais je vous vois juste devant la Maison des Vins. Est-ce que, par hasard, vous êtes un amateur de vin? Ah oui, un amateur de vin, oui, de toutes les couleurs. Hein. Si j'avais une petite expression favorite à vous demander, qu'est-ce que vous diriez? Que les Bourgueillois doivent mettre de l'eau dans leur vin? L'eau dans le vin, c'est pas bon. Hein. Donc on peut dire que vous préférez le vin d'ici que l'eau de là. Ah oui, je préfère le vin d'ici que l'eau de là, oui, c'est sûr. On s'hydrate mieux. Je suis installé à côté d'un couple de Hollandais. Bonjour, merci de m'avoir offert un petit café, c'est vraiment très sympathique de votre part. Donc vous êtes de quelle région, madame? Nous sommes de la Hollande et on habite à Rotterdam. Juste comme ça, à titre de renseignement, vous avez combien de jours d'ensoleillement en Hollande? Combien de jours de soleil? De soleil? Oh, un peu moins qu'ici. Parce que nous, ici, on arrive à 650 jours, alors vous voyez, par an, c'est énorme. Et est-ce que Bourgueil était une destination de rêve pour vous? Oui. Est-ce que vous connaissez quelques châteaux dans la région? Je connais le château de Saumur. Si j'utilise le mot pierre, ça vous fait penser à quoi? Du faux. Très bien, bonne réponse. Si je vous parle de pierre, de patrimoine, de bâtiment, la pierre. All right, yeah, stone. Oui. Oui, c'est très joli. J'aime beaucoup, mais aujourd'hui c'est très chaud et le mur reflète le chaud. Oui, oui. Mais c'est vrai. Mais pas en Angleterre ou écossais. Mais à Bourgueil, il faut que vous sachiez qu'il fait du soleil 400 jours par an. Wow. Oui, on a 400 jours à Bourgueil. Pas en Angleterre. Eh non, en Angleterre c'est 5 jours. Yeah. 5 jours. Et si je vous parle de l'abbaye? L'abbaye. Oh! Pas l'abeille, l'abbaye. Je crois l'abeille. Non, l'abbaye. Oh, l'abeille. Non, j'ai visité l'abbaye l'année dernière. D'accord. Avec Pierre?
Pierre. Avec l'abeille Pierre? Non, l'abeille Archie. Archie. L'abeille là-bas. L'abbaye de Saint-Pierre de Bourgueil-en-Vallée a été fondée en 990 par Emma, fille de Thibaut le Tricheur. Jusqu'au XVIIIe, son influence féodale s'étend de l'Angoumois à la Lorraine, sur 42 prieurés, 64 paroisses et un ermitage. Ronsard, Rabelais et même des rois et des reines en ont apprécié les jardins et le vin. Ravagée par les Anglais et les Huguenots, elle a été reconstruite et restaurée à plusieurs reprises. Elle est finalement ruinée par les destructions de la Révolution et son église abbatiale a été utilisée comme carrière. Construite en 1929, cette maison est l'œuvre du sculpteur bourgueillois Léon Bigot. Le vieux château de Vaux, construit au XVe siècle, fut un fief relevant de la baronnerie de Bourgueil. Le pignon est du château de Vaux, avec ses rondelits accrochés de feuillage, est le témoin subsistant du logis primitif. Il a été presque entièrement refait en 1851. Certains prétendent que c'est dans cette demeure qu'aurait séjourné Marie Dupin, à qui Ronsard consacra quelques poèmes célèbres. Le château du Moulin-Neuf a été construit en 1860, en bordure de la terrasse alluviale qui porte les vignes de Saint-Nicolas de Bourgueil. Le vrai Moulin-Neuf se situe 200 mètres plus bas, sur le Changeon. Le château de la Filberdière se niche en bordure inférieure de son vignoble. L'ensemble est protégé par un clos de murs en tuffeau, avec, aux angles nord, les vestiges de 2 tours de garde. Une source abondante surgit dans le parc arboré et alimente un ancien lavoir communal bien restauré. On y remarque un pigeonnier du XVIe siècle et sa charpente sophistiquée.
L'inscription 1556, gravée dans le tuffeau de la cave, indique l'année probable de la construction de cette demeure classée Hôtel 16e par les monuments historiques. Le prieuré Saint-Gilles, en bordure du Douai, date du XVe siècle. Il conserve une tourelle d'angle du XVIe, à base en cul de lampe et servant de pigeonnier. L'ancien manoir seigneurial de l'Argenterie a été construit au XVIe siècle. On entre par une porte charretière à linteau cintré, surmontée d'un colombier de 6 rangées de boulins. Les pignons sont bordés de rondelis et la façade flanquée de 2 tourelles, donnant à l'ensemble un charme gentilhommière. Construite sur un espace surélevé, pour résister aux inondations de la Loire toute proche, la ferme restaurée de la Boire du Chêne fut un temps un lieu d'attraction pour les promeneurs qui venaient admirer ces milliers de fleurs plantées dans un agréable parc. Construit du XVe au XVIe, le vieux logis de la Perruche fut occupé d'abord par le régisseur du château des Réaux. Il a été acquis fin XIXe par la communauté Saint-Charles d'Angers pour y abriter un internat de jeunes filles. Une sculpture et d'autres symboles gravés sur le manteau de la cheminée attestent de son occupation par Pierre Simon, marinier de Loire. Le manoir du Vaux-Rosé surplombe un étang de 11 hectares entouré de forêt. Le logis principal, quadrangulaire, est flanqué d'une tourelle en encorbellement coiffée en poivrière. C'est au XVe siècle une demeure seigneuriale dépendant du fief de Saint-Martin. La façade sud a conservé ses croisées à meneaux de pierre de tuffeau. Il fut remanié au XVIIe, date à laquelle une tour carrée fut ajoutée à la façade nord. Modeste construction du XVIIIe, elle occupe un essart resté en culture jusqu'au début du XXe. 5 familles d'ouvriers agricoles et du bûcheron se partageaient les différentes dépendances.
En 1436, le château de Minières fut d'abord une ferme fortifiée. Il a été agrandi en manoir au XVIe siècle, puis à nouveau au XVIIIe. Il est entouré de murs de tuffeau, extrait des caves proches des Évois, et contient les restes d'une chapelle, un bosquet avec un majestueux cèdre du Liban et 3 séquoias vieux de 200 ans. Construit au XVIIe sur ordre de Richelieu pour y établir une ferme vigneronne, le manoir de la Galotière fut détruit à la Révolution puis reconstruit vers 1850. Cet ancien moulin banal du château de Giseux, construit au XVIe siècle, possédait 2 roues à aubes. Un étang artificiel alimenté par le changeant permettait d'avoir un débit d'eau régulé pour le moulin, puis pour la scierie. Au début du XXe siècle, une dynamo et des accumulateurs produisaient aussi l'électricité pour l'éclairage de l'usine en hiver. Construite au XVIIIe et agrandie au XIXe et XXe, cette longère tourangelle de la Huberderie est située à proximité de la Loire, au lieu-dit la Corne de Serre. La maison du Cèdre bleu représente le type d'habitation construite fin XIXe pour un agriculteur plutôt aisé, valorisant la fertilité des terres alluviales, sablonneuses, les varennes de Loire, pour produire des graines, des légumes et des fruits. Je suis à la rencontre d'une charmante dame. Bonjour madame. Bonjour. D'où êtes-vous? Je suis de la région de Bruxelles, une fois. Ah, vous êtes belge une fois. Exactement, une frite. Ah, bah ça c'est vous qui le dites. Hein. Oui, mais bon, moi j'aime bien l'humour. Ah bah écoutez, bah nous aussi. Donc ça tombe bien, avec comme une image, une association de Saint-Nicolas de Bourgueil. Bah nous allons vous poser quelques questions sur le patrimoine. Ça fait 30 ans que je viens ici. Hein. Ça fait 30 ans que vous venez ici. Et si je vous parle de vignes? Je connais aussi beaucoup de viticulteurs une fois. Hein. Vous buvez beaucoup de vin, madame? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Modérément. Avec modération? Avec modération. Et vous le connaissez bien, modération? Je connais très bien modération une fois. Ah, dites donc, j'ai l'impression que le caméraman, il se moque de vous, là. Hein. C'est pas sérieux, ça. Hein. Ah, ça ne va pas, ça, une fois. Je vais... Non, madame, ne vous énervez pas. Oh, ben non. Oh, ben vous avez... Oh, ben là, cassé la caméra. Vous êtes de quelle région d'Italie? J'y arrivais dans la Sardaigne. Sardaigne, à côté de la Corsica, la Sicile. Vous êtes un Sarde? Oui, Lille. Ah, l'île de Sarde. La Sardaigne. Le soleil, la mer, les touristes. J'habite à 1 kilomètre de la mer, en Sardaigne. Oui, et vous mangez le soir, vous dînez à l'huile? Attends. Parce que y a une petite blague, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, on dit que le Sarde dîne à l'huile. Vous me dites que vous avez du soleil. Vous savez qu'ici, on est à 700 jours de soleil par an. Hein.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup. Les températures sont beaucoup importantes. 40 degrés, 38. C'est une belle chose. L'été, l'hiver, c'est plus difficile. Si je vous parle de la bête de Gévaudan, la bête de Gévaudan, ça ne vous parle pas du tout, je suppose. I do not understand this. I am sorry, excusez-moi. I do not understand. No, have not seen. The only wolf in my life is my mother-in-law. Yeah. And she is in Ireland, thank God. Not in France. If she was in France, I would not be in France. I would be in Germany. Okay? Et si je vous parle de la bête de Benay non plus, du coup. No. Et la bête de Benay, Non. le Loch Ness. Oui. Bah, c'est pareil, sauf que c'est en forêt. Avez-vous entendu parler de la bête de Benay? Oui. C'est une bête qui, il y a 400 ans, il a tué pas mal de femmes et des enfants dans la forêt. Vous connaissez la légende de la bête de Benay? Oui. Oui, je connais un peu l'histoire de la France et ça fait partie de l'histoire. Hein. Oh là, je me caille, j'ai froid. Nom de Dieu, qui fait-il froid ici? Ah, mais qu'est-ce qu'elle baragouine encore, la Margotte? Mais on ne boit rien, qu'en fout pas une ramée, à part ces 3 ou 4 simagrées du dimanche matin. Il m'aurait même pas payé une petite laine, pas de balle et balai de crin. Ça, c'est radin comme Zob. Job, Margotte, pauvre comme Job. C'est tout comme. Oh, je t'ai toujours connue un peu frileuse. Oui, et ben moi, je vous ai toujours connu un peu radin. Parce qu'avec tout ça, qui c'est qui va attraper le rhume, hein? C'est Bibi. Et qui c'est qui va attraper la grippe, hein? C'est Bibi. Et la phtisie, hein? Qui c'est qui va attraper la phtisie galopante? C'est encore Bibi. Et puis la bronchopneumonite, hein? C'est qui ça? C'est qui? Eh ben, c'est souvent ce Bibi-là. Ben non, c'est cette Bibi-ci. Oh. Et parce qu'à force d'être radin comme ça, vous allez finir par me faire crever toute raide. Et vous serez bien attrapé. T'es quand même pas à l'article de la mort. Si. Il fait pas si froid que ça. Si. Ah si. Bon, eh ben alors, puisque c'est comme ça, on va se réchauffer avec un petit coup de pinard. Salomon, où est-ce que j'ai encore fichu cette bouteille? C'est tout vous, ça. C'est tout moi. Vous trouvez jamais vos affaires. Mais rappelez-vous, la dernière fois, quand vous avez... La Ginette Guichard vous a offert un petit tricot pour l'hiver, et ben on l'a retrouvé dans la niche. Qui ça? Ginette? Non, le tricot. Oh bah un tricot peut-être, mais enfin, une bouteille, Margotte. Jamais de mémoire de curé, jamais on a vu une bouteille dans un niche à chien. Normal, on n'a jamais eu de chien. Non, mais on a quand même une niche. Oui, mais une niche sans chien. Et une niche sans chien, ça n'a jamais été une niche à chien. C'est vrai. Ça, c'est un peu comme un curé sans sa bouteille. Ça peut pas être un curé. Tiens, c'est comme un Christ sans sa croix. Eh ben, ça peut pas être un Christ, là. Vous en avez de ces idées, vous? Mais comparez la croix de notre Seigneur à une méchante bouteille de pinard? Et en plus, c'est de la piquette qui fait mal à la tête, qui brûle l'estomac, qui détruit les boyaux, qui fait chier tout noir, et qui vous fait crier maman quand on la touche, et qui vous fait voir des trucs bizarres jusqu'au lendemain matin. Des trucs bizarres? Bah oui, rappelez-vous la dernière fois que vous étiez pompette, et puis que vous avez embrouillé tout le monde avec vos histoires de fées, de lutins, d'elbrou. Il y avait même un petit lézard qui vous trottait dans la tête. Hein? Non. Mais si. Et puis même que ce qui revenait souvent, c'était vos histoires de loup. Le loup au petit garrot. Le loup au petit garrot? Ah, loup-garou, Margotte, en un seul mot. Bah oui, parce qu'un loup sans son garou, c'est un peu comme un Christ sans sa bouteille. Oh bah, si vous allez par là, alors un Christ sans sa bouteille, c'est pas pire qu'un curé sans sa niche. Ah, attention, Margotte, parce que si tu vas jusqu'au bout de ton bout de par là, un curé sans sa niche, c'est pas pire non plus qu'un chien sans sa croix. Non, alors là, il faut arrêter direct la consommation. Oh bah, de toute façon, on n'empêche qu'un loup-garou. C'est comme qui dirait une bête un peu mythique. D'ailleurs, quand on parle de bête, en général, c'est qu'on ne sait pas la nommer. Toi, dans le sud de l'Auvergne, on dit toujours la bête du Gévaudan, parce qu'on n'a jamais vraiment su ce que c'était. Moi, je la connais, cette bête-là. Hein? Mais oui, mais c'est aussi connu que le gorille des grandes montagnes. Mais si vous savez, là-bas, au fin fond des îles, à côté d'où il y a les gars avec les plumes dans le cul. Le gorille des grandes montagnes? Là-bas, au fin fond des îles, avec les gars qui ont les plumes dans... Ça, j'ai trouvé. Ça, c'est les Indiens, les plumes dans le... Les Indiens, l'Inde, l'Himalaya,
Bon sang, mais c'est bien sûr. Tu veux dire plus succinctement le Yéti de l'Himalaya? Eh ben oui, c'est ça, le Yéti Mayala. Voilà. Oui, sauf que ton Yéti de l'Himalaya, comme tu dis si bien, bah c'est pas un tueur comme l'était la bête du Gévaudan. Bah, en 3 ans, cette bête-là, elle a quand même fait plus d'une centaine de victimes. Seulement? Comment ça seulement? Bah oui, seulement moi, parce que ma mère, elle Ah, m'a dit... sa mère. Ah, mais il y avait longtemps, sa mère. Eh ben oui, ma mère, elle m'a dit qu'on a eu aussi une bête chenou et que la nôtre de bête, en moitié moins de temps, elle avait fait 2 fois plus de victimes. Une bête? Chez nous? Un siècle avant la bête du Gévaudan? Oh, T'es sûr de la date? Mais oui, en 1693, à Benay. ah bon? 1693, bonnet. Alors, 1680. Alors, abruti, andouille, crétin, idiot. Non, là, vous êtes trop loin. Ah, parce que bonnet, c'est bonnet. D'accord, bon, laisse tomber. Alors, bonnet, ah oui, bonnet, bête, bête de bonnet. Ah oui, tu as raison, Margot. Ah oui, mais enfin, ta bête ne connut pas la gloire promise à celle du Gévaudan. Peut-être eut-elle le tort de se montrer un peu trop tôt. À une époque, il n'y avait pas encore de journalistes. Ah, heureusement, il y avait déjà les registres. Les premières traces de ta bête, eh ben, elles remontent, si je regarde bien... Le 19 février 1693, en dévorant un petit gars de 9 ans, Pierre Boireau, de Saint-Patrice, à 8h12 précise. Textuel. Oh, mais bravo, Margot. Mais même moi, je ne le savais pas. Oui, mais enfin, bon, un petit gars dévoré comme ça à cette époque-là, personne s'en inquiétait. Mais attendez, quelques temps plus tard, Oui. le 24 juin 1693, à 15h15 précise, on retrouvait la petite Antoinette d'Orient, le corps de la petite Antoinette d'Orient déchiqueté. Cette Antoinette. Et oh, si on jouait à cache-cache? Ah ouais! Escargot, rat, veau, mule, dahu, j'arrive!
D'accord, Margot. Mais comme toujours, on ne vit dans ces deux drames qu'un malheureux hasard. Un malheureux hasard? Hmm. Mais qu'est-ce que vous faites des autres victimes de la forêt de Benay, des Essarts, de Restigné, de Bourgueil et de Courléon dans l'Anjou? C'était un malheureux hasard, ça? Ah, oui, tu as raison, Margot. Ah, il faut se rendre à l'évidence, tous ces drames devaient être liés. Oui, mais comme toujours, et comme souvent en pareil cas, j'imagine qu'on croyait voir la bête partout. Je suis même sûr qu'on devait la décrire avec force et détail. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, monsieur le curé, mais moi je sais pas que c'était une bête diabolique sortie toute draide de l'enfer. Toujours dans l'excès. Et pourquoi donc? Mais parce qu'elle touchait pas au bétail, et elle s'attaquait qu'aux gens, et comme par hasard, aux femmes et aux enfants. Eh oui, Margot, mais c'est bien connu, c'est toujours les faibles d'abord. J'étais dans ma cuisine. Je finissais un dernier morceau de chaussée quand j'ai entendu gratter à la porte. Ce démon était là, avec ce souffle rauque, comme un bruit de mon ventre le soir de carême. J'ai entendu aussi un bruit de castagnette. En me retournant, j'ai vu la sœur Madeleine qui claquait des dents. Alors j'ai crié « Vade, rétro, satana !» Puis ce fut le silence. Ah, je l'ai bien entendu pousser un hurlement, comme quand j'ai donné le coup de grâce à Marguerine. Après, elle a couiné comme le père François la panse à soupe. Je l'ai vu, c'est ton le souhait, le couchant. Il avait deux gros yeux rouges, comme les boutons de la culotte à la Jeannette. Ha ha ha! Qu'elle vienne donc me voir, cette sapristi de bête! Deux rechefs! Je vais lui faire goûter ma tapette! Elle voulait me sauter dessus, cette bourrique! J'ai pris mon couvercle et j'ai tapé dessus! Et j'ai crié, va donc la voile, Gorin! Tu vas voir, je vais te faire goûter de ma cuillère! Et puis, elle a pris la poudre de trompette!
tu vois, le curé de Courléon dans l'Anjou, eh ben, il pensait, lui, qu'il y avait sans doute plusieurs bêtes, et peut-être pas des loups. Il écrit, en effet, que les bêtes étaient presque de la façon d'un loup, sauf qu'elles avaient la gueule plus grande. Quand elles voyaient des personnes, elles les flattaient à la manière d'un chien, et crac, leur sautait à la gorge. On croyait que c'était des loups cerviers. Des quoi? Eh ben, des lynx, en quelque sorte. Des quoi, en quelque sorte? Ah, des gros chats sauvages avec des taches partout. Ah, des gros chats sauvages. Oui. Oh, bah, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais enfin, en attendant, la bête tue le 18 à Langeais, le 19 à Bourgueil, le 22 à Courtinvoire, le 23 encore à Bourgueil, le 25 à Restigné, le 26 à Benay, le 27 de nouveau à Bourgueil, de 29 septembre au 1er octobre à Mazières, elle fait 3 victimes, et du 29 octobre au 3 novembre à Langeais, encore 4 victimes, et les 13, 14 et 15 à Langeais encore, 3 autres victimes. Qui dit mieux? Oh, mais comment tu fais? Mais comment tu fais pour retenir toutes ces dates-là? Mais c'est rien ça, monsieur le curé, c'est comme ça. C'est là que ça se passe. Oh, c'est rien, c'est comme ça, c'est là que ça se passe. Mais tu m'épates, hein. Mais vraiment, tu m'épates, hein. Oui, mais en attendant, c'est ma mère. Ah, c'est ma mère qui m'a raconté que l'année 1693, tout le monde grelottait de trouille. Et puis la suivante a commencé tout comme pareil. Une petite gorgée, sur le vieux, avec toutes ces tombes à creuser. Hein? Voici.
j'ai le registre sous les yeux, je peux te dire que je n'y relève que 95 décès dus avec certitude à ta bête. Et quelques mois plus tard, ton soi-disant carnage cessa. Avec tout ça, j'ai le gosier sec, moi. Oh, bah, de toute façon, le clergé local a dû multiplier les prières et le ciel a dû finir par les entendre, ces prières. Oui, ben enfin, en attendant, ça c'est des magouilles, des manigances et des emberlificotages de curés. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu exactement une bonne dizaine de morts pendant 1 an et demi. Et ça, si je compte bien, ça fait 18 fois une bonne dizaine, au moins 200 victimes tout rond. Oui. Enfin, bon, il est quand même vrai que la bête du Gévaudan, tout en ayant fait moins de victimes que ta bête de Benet, est quand même plus célèbre qu'elle. Il doit bien y avoir une raison à ça, non? Tu crois pas? Je vous vois venir, vous, avec son œil en trou du cul de blaireau. Il a sûrement une idée derrière la tête. Eh ben oui, Margot, parce que, laisse-moi t'expliquer, tu vas tout de suite comprendre. Toi qui es très doué en géographie. Entre autres. Oui, entre autres. Le Gévaudan, tu sais où ça se trouve? Bah oui, là où il y a les montagnes avec les vaches. Ouais, tu veux dire le Massif central, oui, effectivement, des montagnes, des vaches et des sources. Et maintenant Benet, c'est où Benet? Bah Benet, bah ça c'est facile, c'est par Bourgueil. Enfin, c'est chez nous, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à Benet par Bourgueil? Bah, des vignes. Eh ben justement, Margotte, nous y voilà. Parce que, contrairement à la montagne, où l'abus d'eau de source éclaircit les idées des rabougris et des gringalets du cerveau autochtone, du côté de Benet, inversement à moi, le produit naturel du terroir dont abusent les déficients locaux n'éclaircit pas grand-chose. Et vous ne seriez pas en train de prétendre que mon histoire de bête de Benet, ça serait que des fariboles d'ivrognes sous? Ça dépend du kilométrage ou de la périodicité, donc à savoir que par rapport à votre véhicule, la redistribution se remplace tous les... Bonjour madame, combien je vous dois? La bête! Allô, shérif? Merde. Allô, shérif? Venez vite au garage Auger. Rendez-vous, main sur la tête! Yes, we can! Mais c'est moi! Rien fait! Tu vois ça, c'est un délit de sale gueule.
quoi ça? Vous partez pas tout de suite, on vous le dira. Je dirai stop, partez. Stop. Moteur. J'ai crié Fallait Sadé quand j'ai entendu la porte gratter. Comme... Excusez-moi. Le couvercle et j'ai tapé très fort. Stop, j'ai cassé la cuillère. Oula! Ah, mais qu'est-ce qu'elle braille encore, la Margotte? Et l'autre radin là, oh non, mais ça commence. Je peux pas aller dans l'autre sens. Mais à Metz. À Metz? Ah, du vin de Metz! On ne parle pas de la même chose! Voilà. Action!